33 morts et plus de 80 000 sinistrés après de fortes pluies au Niger. Ce sera notre premier sujet. On ira aussi en Côte d'Ivoire parler donc de la candidature controversée de Ouattara. Au moins 4 morts dans des violences. Le Mali, où la contestation a dit niet à une rencontre avec le président Ibeka sur proposition de la CEDEAO. Et puis le Togo, l'opposition qui n'est pas intéressée par des postes ministériels selon Madame Adjamagbo Johnson. Ce sera le menu et vers les 5 dernières minutes, on attribuera, comme c'est vendredi, les notes pour aujourd'hui. Pour évoquer ces sujets autour du plateau, nous sommes avec David Djagbavi de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir à mon très cher ami et confrère Basile. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est plus vu. Basile Agbo, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir mon très cher ami David et bonsoir aux téléspectateurs de Niveau TV. Merci. Les fortes précipitations, nous sommes ici au Niger, qui s'abattent depuis juin sur le pays, ont fait 33 morts et plus de 80 000 sinistrés, alors que la saison des plus bas sont pleins. C'est ce qu'ont indiqué jeudi les autorités. À la date du 10 août, nous avons au plan national 10 630 ménages sinistrés, avec 80 772 personnes sinistrées. Malheureusement, on déplore 33 pertes en vies humaines suite aux noyades et aux effondrements de maisons. Plus de 9 000 maisons se sont écroulées. 2 455 têtes de bétail ont péri. A ajouté donc la source ministérielle. On est ici en plein Sahel. Le Niger est un pays sahélien où généralement c'est la chaleur qui sévit, mais quand il y a pluie, c'est qu'il y a pluie. Oui, effectivement. Ce qui se passe au Niger actuellement, on ne peut pas ne pas s'inquiéter de la suite de ce que ça peut devenir, parce qu'on annonce même qu'il y aura de fortes précipitations dans les jours à venir. Oui. Alors la question se pose de savoir où est-ce que nos frères nigériens vont se donner la tête. Et donc dans des situations pareilles, je crois que c'est la nature qui s'insurge contre toute une population. Alors la question se pose de savoir est-ce que la communauté internationale ira au secours. À quel secours encore? On va demander à la pluie de cesser, non. Mais maintenant, c'est à la population sinistrée qui doit donc être sauvée. Je crois que ça doit en appeler à la solidarité internationale et pour qu'on puisse vraiment aider ces populations à résister à cette... ce n'est pas le coronavirus qui va tuer là-bas, mais malheureusement, c'est la nature même qui s'insurge contre ces populations. Je crois qu'il est important que la communauté internationale, la CEDEAO et tout ça là, on puisse s'organiser et voir ce qu'on peut faire pour aller au secours de ces populations. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire autrement que ça. Le Niger, David, est déjà un pays sinistré par la situation sécuritaire. C'est un pays qui est également en insécurité alimentaire et la pluie qui s'abat ravage finalement tout, le bétail, les récoltes, les maigres récoltes qu'il y a. Oui, c'est le triste constat qui est fait. Hein. Les changements climatiques aujourd'hui créent beaucoup plus de problèmes environnementaux dans des zones où il est peut-être difficile d'avoir de la pluie, de la régularité de la pluie. Le Niger se situe dans une zone tellement aride que chaque année, ce n'est pas une chance pour eux d'être face à cette situation, et donc ils se retrouvent sans pluie. Et quand la pluie arrive, c'est avec tous les dégâts, c'est les aléas climatiques. Ça arrive aux États-Unis, en France, en Europe. On voit des périodes de l'année où les inondations causent beaucoup de dégâts, et jusqu'à un certain niveau. Ici, le problème du Niger, c'est que ce pays se retrouve dans une situation sécuritaire un peu délicate avec les terroristes qui envahissent une partie du territoire, et donc toutes les énergies ont été focalisées dans ce combat-là. Et voilà que la pluie vient encore avec tout son lot de dégâts. Heureusement que la situation est en train d'être maîtrisée. Vous savez, les inondations, aucun pays n'est à l'abri. Hein. On en a vu aussi chez nous au Togo, où
à certaines saisons de l'année, lorsque la pluie tombe à une vitesse ou à un rythme incontrôlable, c'est les inondations. Hein. Et quand ça arrive, c'est des ravages beaucoup plus. Ça doit relancer aussi les autorités nigérianes de la nécessité aujourd'hui de prendre des dispositions pour justement, ne serait-ce que mettre à l'abri la population lorsque ces intempéries arrivent et mettre les moyens, les infrastructures en place pour que les dégâts puissent être au moins amoindris et qu'il n'y ait pas plus de dégâts, qu'il n'y ait pas plus de morts et de dégâts comme ça a été constaté dernièrement. Le Niger est un pays pauvre. Malgré l'immensité de la richesse de son sous-sol, c'est un pays pauvre. En face, il y a le terrorisme et là encore, la pluie qui vient occasionner des morts et des ravages. Ce n'est pas du tout fameux. Alors, j'allais dire, on va accuser toujours les constructions anarchiques aussi, hein, parce que généralement, quand la situation est ainsi, c'est que l'eau arrive à envahir les maisons et tout. Ici, il y a eu beaucoup de fleuves et de cours d'eau qui sont entrés en crue. Donc, il y a le problème d'urbanisation qui se pose. Vous savez, en Afrique, ce problème est récurrent, un peu partout. Parce que l'urbanisme, c'est une technologie que les États n'essayent pas de travailler pour imposer les normes de construction aux populations. Et parfois, même lorsque ces normes sont imposées, eh bien, les gens en font à leur guise. Parce que, bon, par exemple, dans notre pays ici, vous voyez, il y a beaucoup de lieux où on a mis interdit de construire. Mais c'est là où les gens préfèrent construire parce que le terrain, ça coûte 200 000. Lorsqu'on peut acheter un terrain à 1 million, à 2 millions, on peut trouver rapidement un terrain de un lot à 200 000, 300 000. Eh bien, on préfère avoir ça. Et après, il y a eu un sinistre à Lomé. On est allé visiter un de nos frères d'église. Mais il est pratiquement envahi par l'eau. Son lit est dans l'eau. Quand il se lève le matin, il faut qu'il mette le pied donc dans l'eau. Et toute la maison. On lui a dit, bon, est-ce qu'il ne faille pas laisser ce terrain, aller trouver quelque part? Et non, lui, non, il préfère là, il préfère vivre là. Donc, c'est partout en Afrique ce problème d'urbanisation qui se pose. Et donc, je crois que, quelles que soient les difficultés qui vont se poser, les gens préfèrent donc habiter dans ces zones marécageuses avec ce que ça comporte. C'est vrai que lorsque, par exemple, il y a inondation, on ne peut pas prévoir. Même dans les pays hautement urbanisés, eh bien, lorsque la pluie, elle vient, eh bien... Il y a des dégâts. Oui, il y a des dégâts. On a vu le Ghana ici, où vraiment, il y a des maisons même qui partent lorsqu'il y a ces inondations-là. Je crois que c'est Dame Nature qui va nous aider à régler ce genre de problème, parce que quel que soit le plan que l'État peut faire, et lorsque la pluie décide d'envahir telle zone, eh bien, on ne demande pas d'arrêter. Je crois que c'est un problème toujours récurrent dans nos pays, dans tous nos pays. Et bon, il va falloir que les populations se disent, il nous faut d'abord nous prémunir contre ce genre de choses en arrêtant d'aller construire dans les zones déjà déclarées marécageuses. Vous avez 9000 maisons qui sont parties. Ce n'est pas 900, ce n'est pas 90 maisons. 9000 maisons qui sont parties. Et puis les têtes de bétail, il y en a plus de 2455 têtes de bétail qui ont... Donc, il faudrait que les populations elles-mêmes se disent d'abord, nous voulons survivre. C'est vrai que tout le monde veut avoir sa maison. Mais où avoir sa maison, ça c'est également un problème qu'il faut se poser. Ce n'est pas parce que je veux avoir une maison ou je veux acheter un terrain à 200 francs ou bien à 200 000 francs pour vivre. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, les problèmes dont on vous avertit se poseront. Et donc, je crois que les populations ont fort à faire également pour éviter ce genre de problèmes. Il y a aussi la question de changement climatique. Vous savez, les pays africains, je ne sais pas s'il faut classer les pollueurs. Tous les pays africains sont loin derrière, mais c'est l'Afrique. L'Afrique subit aussi le contre-coup des changements climatiques. Oui, et les changements climatiques, en tout cas, sont la conséquence de la mauvaise gestion qui est faite de l'environnement. C'est aussi un sujet qui est toujours interpellé les grandes puissances au monde. On vous dira que la Chine, les États-Unis sont les plus gros pollueurs. Mais la conséquence directe, parfois, c'est directement sur l'Afrique, puisque ces déchets qui sont extraits de ces industries
sont renvoyés la plupart du temps vers l'Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le cas des déchets toxiques. Voilà. Et à partir du moment où les États africains accepteront de recevoir de la puissance occidentale les déchets qui détruisent la couche d'ozone et qui sont à la base de ces inondations et de ces aléas climatiques, eh bien, l'Afrique sera toujours perdante. Et aujourd'hui, les conséquences sont là, vivantes. Le Niger est un pays sahélien, on l'a dit. Ça veut dire que la pluie, elle n'est pas aussi régulière au Niger comme chez nous. Et si la pluie va tomber sur le Niger, et si elle tombe à une crue qui dépasse un peu ce qui a été ou qui crée les dégâts que ça a créé, ça veut dire que quelque part il faut s'interpeller. Et le Niger est un pays enclavé, et donc il n'a pas accès à la mer. Et on ne peut pas comprendre aussi que les précipitations puissent créer autant de dégâts. Ça veut dire que quelque part, il y a d'abord un problème en interne au sein de... Basile en parlait tout à l'heure. Les constructions aussi sont la source du degré de dégâts qui est causé par la pluie. Vous savez, il peut pleuvoir abondamment des jours durant, mais les dégâts peuvent être aussi moins. Il n'y aura pas de perte. On construit même dans le lit de l'eau, là où l'eau doit passer. Et donc, un pays comme la Hollande, par exemple, on vous dit que les Pays-Bas sont un pays qui sont plus bas que le niveau de la mer. Ça veut dire que techniquement, le pays devait être... subir un tsunami tout le temps. Voilà. Mais curieusement, les Pays-Bas sont à l'abri, ils ne subissent pas ça. Comment peut-on comprendre que le Niger, qui est un pays sahélien, subit de tels dégâts? Alors aujourd'hui, il faut que les gouvernements africains prennent conscience de la nécessité de refuser d'accueillir sur leur territoire ces déchets qui viennent déstabiliser le système climatique. Et le paradoxe, c'est que les pays où il doit pleuvoir, surtout les pays côtiers, où il y a l'agriculture et tout, la pluie est aux abonnés absents généralement. Oui. C'est ça, on parlait de changement climatique et puis des anomalies du climat. Parce que au Togo, par exemple, nous savons, quand on était élèves, on nous a dit les anomalies climatiques du sud Togo. Et donc, je crois que ce n'est pas seulement le Togo qui subit les anomalies climatiques. C'était en géographie. Voilà. Tu vois, bon. Donc, je crois que c'est des problèmes récurrents. Tout à l'heure, David parlait de l'environnement, les problèmes donc, que nous créons à l'environnement, la pollution que nous organisons, même si l'Afrique n'est pas un pays industrialisé, eh bien, notre environnement n'est pas laissé à sa bonne santé. À sa bonne santé. Nous créons trop de problèmes dans l'environnement, dans nos pays, et ce qui fait que, bon, lorsque aujourd'hui on parle donc de rareté de pluie dans les zones où d'habitude on a la pluie, avant, les gens doivent se poser la question de savoir, est-ce que nous respectons l'environnement? Est-ce que nous ne faisons pas des influences négatives sur l'environnement? Et il faut en revenir. Il faudrait que donc, ceux qui s'occupent donc, des problèmes de l'environnement puissent vraiment mener une politique qui concourt à se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe réellement, que là où il doit pleuvoir, nous n'avons pas de pluie. Il faut que les gens s'interrogent. On n'est pas là seulement à dire, bon, Dieu fera. Non, si nous-mêmes, nous ne faisons rien, mais Dieu ne fera pas de miracle. Il a déjà les terres qui sont là, la pluie. C'est une bénédiction divine, normalement. Et donc, on devait permettre à ce que ça vienne. Nous devons donc créer les conditions favorables pour que nous puissions avoir les pluies chez nous, si tant est que nous savons que nous sommes dans des zones où la pluie, elle est régulière. Donc, si la pluie est régulière dans les zones où la régularité était constatée, je crois que c'est les populations elles-mêmes qui le font. Moi, je continue par dire, c'est nous-mêmes qui créons les problèmes que nous avons. Dieu est là. Et si nous aidons Dieu, il va continuer par nous aider. Mais si nous refusons d'aider Dieu en polluant l'environnement, en faisant tout ce que nous sommes en train de faire, comme David est en train de le dire également, les gens coupent les arbres. C'est-à-dire l'abattage des arbres. Nous avons vécu une période ici au Togo où les gens disent il y a démocratie, on va dans les savanes, on coupe les arbres comme on veut. Donc ça également, il faudrait que les populations comprennent que en décimant l'environnement, nous ne faisons rien contre les pouvoirs en place, peut-être contre lesquels nous sommes en train de nous insurger, mais c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes. Et que lorsque ça viendra, il faudrait qu'on soit honnête pour dire que c'est nous qui avons fait. Maintenant, cherchons les solutions pour que nous puissions sortir de ces marasmes-là. Alors, on parle maintenant de ces 88 772 sinistrés dans un pays qui est déjà économiquement exsangue. C'est pas sûr que ces personnes puissent recevoir les aides nécessaires. Hein. C'est ça qui est tragique. Et c'est l'opposé
l'opposé de ce qu'on voit souvent dans les pays occidentaux lorsqu'il y a de telles situations qui se passent. Ici, et au Togo particulièrement, c'est des dons, on va donner à manger, on va donner du savon, on va donner. Alors qu'on vous dit qu'il y a 80 000 sinistrés. Il y a des maisons entières qui sont parties. Et au lieu que l'État réfléchisse à trouver des solutions, d'abord à déplacer les sinistrés de la zone sinistrée vers une zone de sécurité et de s'occuper d'eux dans toutes les dimensions, même alimentaires, je suis d'accord, sanitaires, et d'évaluer les problèmes qu'il y a. On va donner un bout de savon, on va donner un sac de riz, on va donner, parce qu'on dit que le gouvernement les assiste. Ce n'est pas ça l'assistance dont ont besoin ces sinistrés. Les sinistrés ont besoin de disposer des conditions de vie sécuritaires. Et donc, comme on le dit ici, il faut que l'État regarde en profondeur les conditions de construction. Au Togo, au moins, je pense que le ministère de l'Urbanisme avait sorti entre-temps une décision pour obliger les nouveaux architectes à disposer d'un permis de construire. Et donc, ce permis prend en considération des études du terrain, de toute la zone, pour voir si votre construction peut ou ne pas créer des dégâts, ou alors pendant la saison des pluies. Est-ce que il faut que l'État nigérien comprenne cela. Est-ce qu'en Afrique, les États anticipent? C'est-à-dire, chez nous, par exemple, on sait que Lomé est rempli. Il est quasiment impossible d'acheter un terrain à Lomé et que les gens vont se ruer sur les périphéries. Est-ce qu'on a des plans d'urbanisation de ces périphéries qui sont déjà là pour que les populations sachent où je peux acheter, où je ne peux pas acheter? Non, malheureusement, non. Le constat a fait comprendre que ces plans n'existent pas. La preuve, les gens sont allés acheter des terrains dans des réserves. Ils ont commencé les chantiers. Après, on leur a intimé l'ordre d'arrêter. Et donc, il y a ces exemples qui sont là. Ça veut dire que l'État n'a pas réussi à asseoir cette politique. Heureusement que les études, les réflexions sont en train d'être posées. Je pense, au temps de l'ancien ministre de l'Urbanisme, il y a un cadre de réflexion qui propose maintenant ces plans et qui définit aujourd'hui les conditions d'acquisition de terrain. Vous ne pouvez plus aujourd'hui vous lever et aller acheter un terrain dans une zone de réserve ou alors dans une zone dans une zone inondable. Vous êtes tenu de respecter les conditions et les critères d'acquisition. C'est ce que l'État nigérien aussi devrait faire pour éviter à l'avenir que les Nigériens se retrouvent dans cette situation. La première pause, on va aller à la première pause tout de suite et on revient continuer.